Du coup, il y a une vidéo, donc il vient d'y avoir la passation de pouvoir entre Gérald Moussa Darmanin et Bruno Retailleau, qui sont ces deux personnages donc qui sont au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. N'empêche, c'est intéressant de voir que malgré tout, la distinction est faite entre la métropole à l'intérieur, donc qui est métropolitain, et les Outre-mer, qui sont en fait les colonies. Le ministère des Outre-mer, c'est l'autre nom du ministère des colonies. Darmanin va faire un discours surprenant, je trouve. Et Retailleau est un méga colon, mais ça, on va s'en rendre compte avec d'autres écoutes. Donc il est en train de faire en gros son discours de passation de pouvoir. Il quitte l'hôtel de Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Pour le double petit-fils d'immigré que je suis, pour le fils d'ouvrier et de femme de ménage que je suis, il n'y a pas plus grand honneur que de servir son pays à des postes aussi prestigieux. Donc là, on a directement la situation. Il s'est situé, chose qui est rarement fait, n'empêche, par les différents ministres de la République. Si chacun devait dire pour le grand bourgeois que je suis ou le grand je ne sais quoi que je suis, tout le monde sera un peu en train de transpirer. Mais là, il a utilisé cette carte-là de la situation. Alors, il a dit comment ? Le double petit-fils d'immigré. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un côté de l'immigration algérienne et un côté d'une autre immigration. Et en même temps, il disait femme de ménage. Donc il y a à la fois le côté immigration et le côté social, qui est très intéressant. C'est fort, hein. Ah, il est fort sur ce truc. Et carrément, on est en train d'être attendri par Gérald. Ouais. On va regarder un peu ses origines. Dinguerie, parce que du long de son mandat, il est contre ces gens-là, quoi. Ouais. Enfin, il fait en sorte de casser ces populations-là, et là, il fait genre... T'inquiète, je suis avec vous aussi, les gars. C'est clair. Mais tu vas voir, il va faire le truc d'une manière très retorte, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Alors, attendez. Gérald Moussa Jean Darmanin, né le 11 octobre 82. Punaise, il a que 10 ans de plus que moi. Ça veut dire que je suis vieux. Fils de Gérard Darmanin. Ah ouais, donc c'est un Gérald, fils de Gérard. Ok. Tenancier de bar. Et Dany Wakid, concierge pour la Banque de France. Mais les amis... Ok, bon. Il a dit femme de ménage. Attendez, il y a une note. Selon la journaliste du Canard enchaîné Anne-Sophie Mercier, il présente faussement sa mère comme ayant été fait femme de ménage, alors qu'elle était en réalité concierge à la Banque de France. Bon, ça reste une classe sociale, ouais. Son grand-père paternel, Rocco Darmanin, né en 1902 à Béja, en Tunisie, mineur de profession, issu d'une famille maltaise catholique, ok. Et son autre grand-père, Moussa Wakid. En fait, ces deux grands-pères sont nés en Afrique du Nord, du coup. Même s'il y en a un qui n'est pas originaire d'Afrique du Nord. Et donc lui, voilà. Le double truc. Alors attends, il a été tirailleur algérien, résistant dans les forces françaises de l'intérieur en 1944 et un harki pendant la guerre d'Algérie. En 2022, lors d'une visite privée accordée par l'État algérien à sa femme et lui, Gérald Darmanin a pu visiter la ville natale de son grand-père. Donc là, encore une fois, c'est un truc intéressant par rapport à l'histoire coloniale, parce que les harkis, je laisse vite fait le truc, individus servant en Algérie française dans une formation paramilitaire appelée Arca. Donc c'est une personne algérienne indigène qui a servi dans les forces françaises pour l'Algérie française. C'est ça un harki. Donc qui est perçu comme des traîtres du point de vue des Algériens nationalistes, du FLN et des anticolonialistes. Mais je veux dire un truc important, c'est qu'il faut savoir que dans tous les territoires colonisés, il y avait l'équivalent de harki. Il y avait des gens qui servaient, des gens indigènes qui servaient à la colonisation. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas que en Algérie. C'est vraiment dans toute l'histoire coloniale. Et c'est important de le comprendre parce que ça fait partie de l'histoire coloniale, quoi. Ça fait partie de la complexité de tout ça. Et c'est une histoire qui donne plein de personnes. Et Darmanin est lié à cette histoire coloniale via ce truc-là de son grand-père harki. Donc voilà, ça c'était pour faire la petite présentation. Et après, il y a un deuxième point donc de sa bio, de son discours. Et vous allez voir pourquoi il parle de ses origines, pourquoi il se situe. Est-ce que c'est pour nous donner un coup de pouce ou c'est pour autre chose ? En remerciant Elisabeth Borne et Gabriel Attal, c'est un message que je veux aussi porter pour dire que rien n'est impossible dans la République. Ok, la mérito. Ouais, voilà. J'avais pas vu J'avais pas vu le début. Ok. Vous sentez le truc arriver. Mais attendez, c'est encore autre chose. On continue. Et que sans réseau, sans beaucoup d'argent, sans famille qui est connectée, sans contact parisien, on peut servir son pays, car seul compte le mérite, le travail et l'amour de la France.
Vous avez compris? Non, mais là, il a même pas fait de détour ou quoi. C'est le travail qui fait que tu t'en sors et c'est le mérite du travail, quoi. Exactement. Je trouve C'est la ça incroyable. méritocratie à 100%. Et Méritocratie, rien d'autre, hein. non, il a dit le mérite, le travail et l'amour de la France. Ah oui, l'amour de la France. On voit les trois valeurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il Ouais. utilise sa situation quand même. Et derrière, voilà, c'est ce que dit Trognon. C'est le bon immigré, en fait. C'est celui qui s'est intégré et a fait fonctionner. C'est la preuve que la méritocratie existe dans la République. Et c'est celui en même temps qui a, on va dire, rompu avec son origine immigrée, etc. Et qui a choisi d'assumer Ouais. sa part de blanchité. Qui a assumé d'investir sa part de blanchité plutôt que de travailler sur comment lutter contre les privilèges que donne la blanchité, quoi, en fait. Ce qui était cool, enfin intéressant, c'est qu'il dit sans réseau, sans beaucoup d'argent, sans famille connectée. Et je trouve qu'encore une fois, comme au début, ça laisse la porte ouverte à ah, vas-y, faites le même exercice les autres. Bah, en fait, ils sont tous. C'est comme si lui, il sait de l'intérieur ce que c'est, et il sait que tous les autres, ils sont connectés. Et il y a un côté un Ouais, peu. ouais. Je nique aussi les autres. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas que la méritocratie, c'est Ah, aussi un petit crachat à la gueule des autres, tu vois. ah oui, à ceux qui ont de l'argent et du réseau, tu veux dire. Ouais, Ouais, c'est bah ça. après, c'est la compète, hein. Il est dans un monde de compète aussi, du coup, là, il a gagné, quoi. C'est Du coup, clair. il le redit. En fait, la Ouais, blanchité, mais après, il y a plein de gens qui l'écrivent mieux que moi. Je crois qu'il y a Semblant de rien qui a sorti un livre récemment qui traite en partie de ce sujet, la mécanique du privilège blanc. Donc en fait, la blanchité, pour expliquer simplement, enfin le plus simplement possible, il faut se dire que ce qu'on appelle les races, genre le fait d'être blanc ou noir, etc., c'est des inventions qui datent d'une période assez récente. C'est vers le 17e, 18e siècle que ces catégorisations se créent dans le monde colonial européen. Ça, j'ai fait une vidéo dessus qui s'appelle L'histoire du racisme que vous trouvez sur YouTube. Et donc, en fait, la couleur blanche, être blanc, ça ne veut rien dire, puisque un breton n'a rien à voir particulièrement avec un laiton ou avec, j'en sais rien, un géorgien, peu importe. C'est des peuples, des cultures, des langues différentes, mais ils sont reconnus tous comme blancs dans le cadre de la colonisation, où le mot blanc signifie qu'on peut dominer les autres classes qui ont été catégorisées par race. Et donc là, on va trouver les noirs, etc., etc. Donc vous voyez que c'est vraiment des constructions sociales qui permettent d'installer un système de domination où il y a des classes raciales. Donc la classe blanche, la classe, on va dire, asiatique. Dans le contexte français, on n'a pas vraiment de mots. Pendant un moment, c'était jaune, mais aujourd'hui, on dit plus ça. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais vous voyez comment c'est construit, les races. La classe noire, qui est la classe la plus basse. Et mais dans les classes noires, vous avez aussi des Kanaks, par exemple, qui ne sont pas particulièrement des Africains, mais qui vont quand même être dans cette classe raciale. Et donc la blanchité, c'est les pouvoirs et les privilèges de ceux qui sont de cette fameuse classe blanche. Mais le fait est que moi, en tant que mec noir, je peux aussi avoir de la blanchité ou être ou bénéficier de ce qu'on appelle la blanchité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je vais en Afrique en parlant de la manière dont je parle et en ayant grandi en France avec le passeport français, etc., bah j'ai avec moi aussi plein de privilèges et d'avantages de la blanchité. Et pareil pour Moussa Darmanin, qui, bien qu'étant enfant d'immigrés, il bénéficie davantage de la blanchité. Et après, la question, c'est est-ce qu'on essaye de casser ce système, cette blanchité, et du coup ce système de domination, ou est-ce que on capitalise dessus et on chope tous les privilèges possibles que cette blanchité peut nous donner? C'est ça un peu l'enjeu du combat. Voilà. J'espère que c'était clair comme explication. Et Darmanin, lui, ce qu'il fait, c'est clairement qu'il choisit de capitaliser sur la blanchité, pas du tout de la combattre, mais de jouer le système au maximum pour rentrer dans la blanchité la plus intense possible. On n'a rien sans rien, oui c'est ça. Pour réussir, il faut persévérer, le mérite ne s'adresse pas que aux winners, aux riches, l'important c'est d'essayer. En fait, le problème de la méritocratie, c'est que ça laisse entendre qu'il suffirait de le vouloir pour réussir les choses. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent travailler beaucoup et réussir des choses, ça peut arriver. Mais c'est pas une règle en fait automatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un système qui favorise un certain type de personnes et qui défavorise un certain type de personnes. C'est pas des gens défavorisés par nature, c'est un système politique, économique qui va favoriser des personnes et défavoriser d'autres personnes. Et donc, par exemple, les femmes, les personnes non blanches vont être défavorisées par le système dans lequel on vit. Pas que, hein, y a plein de catégories de population qui sont défavorisées.
Mais voilà, et du coup, ces Ouais. personnes-là, elles peuvent vouloir tout ce qu'elles veulent et travailler aussi dur qu'elles veulent. Il y a beaucoup moins de chances qu'elles y arrivent. Mais ça veut pas dire qu'elles vont jamais y arriver. Il y en a quelques-uns qui vont y arriver, dont Moussa. Et tu vois, pareil, Reichous, s'il suffisait de travailler, de le vouloir, la mère de Moussa Darmanin, justement, elle serait peut-être pas concierge, du coup, elle est concierge, elle est pas femme de ménage. Elle continuerait pas à être concierge aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, Moussa lui-même va nous le faire comprendre juste Vas-y. après Ouais. dans son texte. C'est ça qui est assez fou. Et j'en prends ma part. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Déjà, il se centre sur le côté algérien et il y a les sourires un peu gênés autour, c'est énorme. Ouais, c'est Je énorme. sais pas si t'as vu, mais Je sais pas si les autres savaient qu'il allait dire ça ou pas. Le fait est qu'il se réancre dans l'histoire française. Et ça, je trouve que c'est important de le comprendre. Et il sent que vraiment, genre son père s'est vraiment battu pour la France. Et il y en a plein de personnes racisées qui se sont battues pour la France, bon déjà pendant les guerres mondiales, ça on s'en rappelle, mais aussi pour la France dans le contexte colonial. Et ça c'est ce que son grand-père a fait. Donc là il s'ancre vraiment à pleines dents dans l'histoire de France. Il n'est pas illégitime. Mais autant que nous ne sommes pas illégitimes qui venons des histoires anticolonialistes ou pas d'ailleurs. C'est là où je trouve que c'est vraiment trop intéressant en termes d'histoire coloniale. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été mis. Oh là là, attends, regardez la personne qui est juste à sa les droite. gens, Aïe aïe aïe, quel moment de gêne! c'est une gênance incroyable. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que après tout ce qu'il a dit de méritocratie Ouais, en c'est ça. ouverture du discours, là d'un coup il retrouve ses racines. Je me dis, mais Ouais, qu'est-ce ouais, qui se ouais. passe, Moussa? Moussa est-il devenu woke? Moussa a-t-il ouvert les yeux? Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit clairement la chose. Soyons honnêtes. Nous sommes honnêtes que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député. Donc là, c'est clair, s'il s'était appelé Moussa, il n'aurait pas été élu. Donc son père a fait un choix à un moment donné où il sait que l'intégration n'est pas possible, que cette assimilation dont on parle, cette intégration, c'est du flan. C'est de la merde et que s'il veut que son enfant réellement fasse un parcours mérite, enfin, s'il croit vraiment à la méritocratie, entre guillemets, il faut donner à son enfant un nom français. Et là, c'est vraiment une des clés les plus essentielles dont on parle dans les milieux antiracistes. Et il le dit très clairement, alors qu'il vient de nous défoncer pendant ces 7 années Ouais. à toutes les manières qu'il pouvait. Et là, il nous dit, ouais, je sais. C'est un peu machiavélique. Quand je sais que je fais un truc qui vous fait du mal, mais je le fais quand même. Et je le fais en conscience parce que moi aussi, enfin, je fais partie des gens qui peuvent être affectés par le problème que je suis en train de créer. Tout quand même. Ouais, c'est ouf. Après, c'est un truc de gatekeeping aussi, mais peut-être qu'il en parle pas. Non, je pense pas qu'il en parle du gatekeeping, mais du fait que lui, ça y est, il a réussi, il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, ça le touchera plus jamais, tu vois, tout ce racisme, tous ces trucs-là. Bah justement, je sais C'est pas pour si ça ça le aussi touchera que. plus. Je Ouais, sais pas, ouais. bah, je pense que, tu sais, il avait été attaqué une fois ou plusieurs fois sur ça, justement, sur le côté. Il s'appelle Moussa. Et je me rends pas compte à quel point il est blessé par ces attaques-là. Et bon, après, c'est des politiques qui peuvent pas être vraiment blessés, tu vois. Mais à chaque fois, il est. Enfin, je sais pas. Il est un peu en défense. Ouais, c'est vrai. On continue ce qu'il dit parce qu'après, vous allez voir, Vas-y, c'est vas-y. intéressant. Justement, il fait une critique de la méritocratie d'une certaine manière. Et vraiment, je me demande, c'était quoi son état d'esprit quand il a écrit ce discours? Et sans doute n'aurais-je pas été mis à l'intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France. Et vous voyez, là, ça, c'est très Il bizarre, revient cette sur le phrase. mérite. Ouais, il revient sur le mérite, mais pour dire quoi? Il dit, en gros, il s'appelle Gérald, donc il était méritant dans tous les cas. Mais s'il s'était appelé Ouais, Moussa, ouais, ouais. il n'aurait pas réussi. Mais s'il s'était appelé Moussa et qu'il n'aurait pas Ouais. réussi, ça ne lui aurait pas retiré son amour de la France. En gros, il juge un peu les autres, qui s'appellent Moussa, Rokhaya ou autres, qui, eux, soi-disant, n'aimeraient plus la France parce que la France ne reconnaît pas leur mérite. Tu vois, c'est un truc un peu bizarre quand même. J'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai réussi à arriver à l'endroit où je suis par mon travail, etc., etc. Mais Mhm. parce que je m'appelle Gérald. Et si je m'étais appelé Moussa,
j'aurais eu le même mérite, quoi. J'aurais eu le même Attends, mérite, mais j'aurais pas eu pardon. j'aurais pas eu le poste. Il dit clairement, il aurait pas été ministre. Ouais, c'est vrai. Il aurait toujours son mérite, mais il aurait continué à aimer la France. Tu vois, c'est ça qui est un peu bizarre. Et après, là, il dit vraiment le truc intéressant où là, il va faire la critique de la méritocratie. Mais il faut regarder les choses en face. Alors de la fermeté, je sais que vous en avez, monsieur le ministre, et je suis très heureux que vous me succédiez ici parce que nous laissons les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers à la main d'un homme qui aime. Donc là, il a switché de sujet. Il a juste fini par il faut regarder Ouais. les choses en face en disant un peu genre il faut regarder les choses en face, je m'appelle Moussa, j'étais niqué quoi. Ça, c'est la vérité. Et après, il Ouais, switch c'est sur ça les forces qu'on de dit. l'ordre. Ah, ok, après c'est fini, ouais, on est Non, d'accord. après, Ok. il va y revenir. Mais nous avons encore tant de choses à faire ici pour réparer la République. Tu vois, cette phrase-là, pour réparer la République, j'ai l'impression qu'il dit un peu genre du fait qu'elle a pas tenu ses promesses, tu vois. Attends, on finit ce qu'il dit. Bah, parce que je crois qu'il dit ça en mode j'aurais pu m'appeler Moussa, ça aurait été ok si on l'avait réparé la République. Voilà, c'est ça. Cool. Ouais, Donc ok. en gros, il dit il y a du travail antiraciste à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Punaise. Parce que 5 ans pour ça, là, 7 C'est- ans pour ça. Juste l'ordre n'a aucun sens. L'ordre juste républicain, c'est la façon à chacune et à chacun que nous avons de remercier la République et de pouvoir continuer à vivre ensemble. Il a fini sa phrase par vivre ensemble quand même, hein. C'est un ouf. Ouais. C'est un ouf, Moussa. Mais regarde, tu vois ce qu'il a dit à la fin là? Il a dit juste l'ordre n'a aucun sens. Alors qu'il Ouais. il vient de nous saouler pendant des années en Ouais. nous matraquant de l'ordre. Et là, il reconnaît Ouais, qu'en ouais. fait, l'ordre dont on parle, ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre son truc. Mais peut-être que c'est un militant, C'est un, Voilà. c'est un loup-garou. hein. Le garou. Il place ses mots tout en esquivant en même temps, parce qu'il reste quand même sur l'ordre républicain. Il faut réparer la République, etc., etc. Mais dans le fond, il dit la France est raciste, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Ouais, c'est ça. Il a parlé de réparer. Tu sais, on va chercher tous Ouais, les il- mots woke de Darman. Ouais, c'est bizarre comme discours. C'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression que dans ce truc, tu vois qu'il est conscient et qu'il a fait le choix d'embrasser cette fameuse blanchité à laquelle il peut bénéficier. Il a fait le choix de la renforcer, de l'embrasser, d'aller à fond dans cette direction et pas du tout de la critiquer. Et là, en partant, il nous lâche il faudrait réparer la République. Gros, t'avais 7 ans pour faire ça, pour ouvrir ta bouche. et tu nous as fait Wambouchou, et tu viens de dire que l'ordre n'a pas de sens. Et Aïe. il y avait, ouais, il y a un peu de gaslighting un peu dans ça aussi, je trouve. Enfin, Ouais. la spécialité de De notre camarade ces Darmanin. gens-là, quoi. À côté de Gérald, il y a donc Bruno Ouais, Retailleau voilà. dont on va parler, mais il y a aussi ce monsieur Ouais. qui s'appelle Othman Nasrou et qui est devenu notre nouveau Othman. J'ai dit Othman Nasrou Ouais, et ouais. qui est devenu notre nouveau secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. C'est pas une dinguerie ça? Voir les dingueries qu'il dit. Mais ce gars-là, tu vois qui c'est ou pas? Tu le connaissais, toi? Moi je le connaissais pas, mais ça faisait quelques mois qu'il passait en boucle sur les BFM et autres pour dire Ouais, ce que la ok. droite dit, quoi. C'est un fan de Pécresse, il commente, il retweet tout ce que Pécresse dit. C'est un mec qui C'est est là, son chouchou, ouais. ouais voilà, stop immigration et tout quoi. Écoutez vite fait ce qu'il raconte. Sur la maîtrise des flux migratoires. Que cela passe par un ministère dédié ou pas, c'est une question qui appartient au Premier ministre et à la manière dont il souhaite organiser les choses. Je suis heureux de voir que Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, eh bien, et ça Ça c'était avant que Michel Barnier le nomme, hein. Donc il était en train de jeter des Ok. fleurs à Michel Barnier avant. ne m'étonne Ok. pas de lui, a envie qu'on reprenne la main sur nos flux migratoires. Vous prenez ça pour un signal? Mais je pense qu'on ne peut pas continuer dans notre pays Et- à ne pas choisir. Ouais. Pardon, mais juste le mot flux migratoire, c'est un truc d'extrême droite, ça, non? On est Bah, d'accord? en fait c'est tout le discours anti-immigration quoi qui reprend le flux, qui donne l'impression que c'est une espèce de truc gigantesque qu'on ne peut pas arrêter comme un Ouais. robinet. Ouais. Qui on souhaite accueillir et à ne pas réussir à reconduire ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, tous les pays. En fait, je pense que là aussi, la gauche, il faut changer d'approche sur cette question. Parce que la question de la migration en tant que telle, c'est vraiment une question politique sur laquelle chaque pays doit décider de ses politiques migratoires. Ça, c'est sûr et certain. Et chaque pays le fait plus ou moins, tu vois. Mais Ouais. dans le contexte où tu as été une ancienne métropole coloniale et où tu entretiens toujours des relations de domination par rapport à tes anciennes colonies, tu peux pas juste te dire c'est de la migration basique. En fait, c'est ça le truc fake.
et qui permet pas de comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment. Quand tu es en train de piller un pays comme le Mali ou j'en sais rien, tous les différents territoires, ou même la situation aux Comores, entre Mayotte et le reste des Comores, en fait, tu es dans des situations post-coloniales très particulières, et c'est ces situations qui expliquent pourquoi les gens bougent vers ton pays. C'est pas juste de l'immigration normale. Et c'est là où eux, en fait, c'est comme s'ils décontextualisent les flux migratoires en question en disant on ne peut pas accueillir, on doit pouvoir choisir qui vient ou qui vient pas. Mais c'est une situation plus complexe. Ça se passe, dans un monde idéal où il y aurait une histoire neutre pour tous les pays, cette logique fonctionnerait, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est ça, on oublie la moitié de toute l'histoire en fait. C'est pourquoi ils arrivent ici. C'est comme si on venait parce qu'on était vraiment intéressé par la carte vitale ou par je sais pas quoi, ou par le travail juste, ou par c'est parce qu'il fait beau, je sais pas quoi, parce qu'il fait bon. Et c'est pas ça quoi. C'est pas l'unique raison, et il faut rappeler, et c'est pour ça que la chaîne L'Histoire Crépue, pour moi, elle existe. C'est pour rappeler pourquoi on vient ici, enfin pourquoi on est arrivé en France quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Et qu'est-ce que lui aussi il fout là? Mais oui, mais lui, c'est un fou, lui. Il raconte tout ça, mais il sait d'où il vient ou pas? Je pense qu'il a oublié d'où il venait. Je sais pas. Non, mais parce que lui, il se considère comme justement tous ces trucs-là, comme Darmanin et tout, comme la bonne immigration qui ferme la porte à la mauvaise, en fait. Et c'est souvent la même stratégie, quoi. Surtout qu'on promet la lune à ces gens alors que la France n'a rien à leur offrir, les pensions sont misérables et ils galèrent ici. On leur promet un confort de vie que même les Français pauvres ou prolos n'ont pas. Et il y a un truc à apprendre avant de sortir des takes comme ça et relire peut-être l'origine. En gros, les Français ou les pays occidentaux sont partis coloniser des pays et sont restés là-bas politiquement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retourne vers l'endroit où ça va, pendant que dans ces endroits-là, ça ne va pas du tout, tu vois. Mais en fait, c'est juste ça, hein. C'est pas une question de promesse, de je sais pas quoi. Ouais, il y a plein de manières dont on peut aborder la chose. On parle de migration et tout, et on essaye de limiter les personnes qui immigrent vers la France, mais on oublie, ou je sais pas, ou on fait abstraction du fait que nous, les Français, on bouge, on circule dans le monde quand on veut, comme on veut. On n'a limite pas besoin de visa pour la majorité des pays. On circule sans que les pays en question ne nous limitent, en fait. Et notamment les pays des anciennes colonies il y a pour la majorité pas de visa pour les Français. Genre t'arrives, tu débarques comme ça, comme si t'étais chez toi, tu fais tes bails dans des super hôtels et tout. Et donc la question, c'est la question du niveau de vie. Comment ça se fait que la France est un pays qui a des facilités diplomatiques aussi claires, et que dans le sens inverse, la majorité des pays doivent avoir des contraintes gigantesques pour faire rentrer les gens. Et ça, tu le comprends après, parce que si tu regardes dans les années 70, c'est sous Giscard d'Estaing et tout qui a ces politiques-là de limitation de la circulation, notamment des personnes issues des anciennes colonies, qui avant ça venaient un peu comme elles le voulaient, puisqu'elles étaient de nationalité française. Puisque dans l'Empire colonial, les Maliens, ceux qu'on appelle aujourd'hui Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, Malgaches, etc., avaient la nationalité française. Donc ils pouvaient circuler. Et donc il y a plein de choses qui se sont construites en circulation, même si leur circulation était quand même très limitée, parce qu'on leur demandait quand même plein de papiers, etc. Mais ensuite, on bloque tout ça, et on force les gens... En fait, c'est un truc trop intéressant, ça, c'est que on bloque l'accès au visa, et du coup les gens qui voudraient rester sur un temps plus long ou travailler longtemps, soit sont face à des procédures hyper complexes qui les poussent à se mettre eux-mêmes dans des situations d'illégalité, ou en tout cas à vouloir rester le plus longtemps possible parce qu'ils savent qu'ils auront très peu de chances de revenir. En fait, comme il n'y a pas de facilité de circulation, dès que tu arrives, tu as tout intérêt à rester le plus longtemps possible. Alors qu'il y a plein de gens, moi je sais que toutes nos familles, moi mes oncles et tout, c'est que quand est-ce qu'on retourne au pays, on fait ça parce qu'on veut construire au pays, enfin il y a vraiment une logique de circulation en fait dans le monde. Et comme des milliers de Français l'ont, comme des milliers d'Anglais l'ont, en fait circuler dans le monde, c'est aussi comme ça que plein de gens se construisent. Et tu as en même temps la majorité des Africains et des Africaines, ou la majorité des gens des anciennes colonies, qui n'ont aucune intention de quitter chez eux parce qu'ils préfèrent leur pays et tout. Donc les personnes qui bougent, il y en a qui sont forcées de bouger, ou d'autres qui le font parce que juste, c'est des gens qui circulent. Comme nous, on a dans nos pays, même si on a des pays très confortables avec la sécu et tout, tu as plein de gens qui circulent aussi, quoi. Donc il y a déjà ce truc-là. Et après, sur la question des Français pauvres et tout, qui n'ont rien...
par rapport aux immigrants et tout. Il y a aussi la question de comment est-ce que, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire ou autre, tu peux pas mettre en place de politique de santé parce que tu as des politiques néocoloniales françaises ou européennes en général qui limitent énormément les gouvernements et l'action des gouvernements. Et donc, quand les gouvernements essaient de vraiment s'intéresser à leur population, bah, soit les gars sont assassinés, il y a des coups d'État, enfin, il y a plein de choses qui se passent mal. Et donc, effectivement, dans ces pays, bah, on a des systèmes ultra-libéraux dans lesquels tu n'as pas de sécu sociale, tu n'as pas de répartition des richesses, etc. Toutes les richesses, elles partent vers l'exportation, vers la Chine, les États-Unis, l'Europe, la France, etc. Et donc, bah, effectivement, les gens qui sont attachés à des modèles sociaux, bah, où est-ce qu'ils peuvent les trouver ? Ils peuvent les trouver dans les anciennes métropoles coloniales, d'autant plus qu'ils parlent déjà ces langues. Donc, c'est les endroits les plus logiques où aller. Enfin, voilà, t'as tout un truc comme ça qui est important à déconstruire. On a parlé de tout ça, mais il y a qui remplace Darmanin ? C'est lui. Ouais, voilà. Bruno Retailleau. C'est quand même quelqu'un de terrible. Et on va regarder un extrait d'une vidéo qui date de 2023, dans laquelle il parle justement du lien avec l'Afrique. Attendez, j'ai pris quelques takes parce que je trouve ça trop intéressant. Mais attendez. Il n'y a pas si longtemps, en 2023, c'était il y a un an. Donc on peut pas dire qu'il aura changé d'avis d'ici là, tu vois. C'est clair. Non, ça, je trouvais ça important de le montrer pour qu'on se dise, c'est qui le gars qui est en train d'arriver au ministère de l'Intérieur ? C'est un ultime colonialiste. On va regarder tout simplement cette vidéo. S'il passe à Sud Radio, ça veut dire que c'est pas bon signe. C'est clair. Alors, on écoute parce que il y a cette interview qui sort où il parle de l'Afrique qui voudrait une France forte, qui ne se repent pas. Il y a cette vidéo qui est en train de circuler actuellement sur les réseaux, mais il faut comprendre d'où elle vient. Donc, elle vient de cette interview sur Sud Radio en septembre 2023, à l'époque où il était sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat. Et en fait, il répondait dans un contexte où le journaliste lui demandait de parler de la situation en Afrique, puisque c'était le moment où la France était en train de quitter le Sahel, puisque vous savez qu'il y a eu 11 ans d'opération Barkhane au Mali, qui a été perçue comme une opération d'occupation du Mali notamment, et donc il y a eu un coup d'État au Mali, puis au Burkina Faso et au Niger, et la France, qui avait des bases militaires dans tous ces territoires, a été obligée de quitter le territoire, puisque les autorités ont demandé que la France s'en aille. Donc là, il est en train de réagir à ça, et c'est dans ce contexte qu'il va dire tout ce qu'on va entendre. En Afrique, souvent, pas partout, mais souvent, chassé du continent africain. C'est quoi? C'est l'ancien colonisateur qui est au nid? Alors je pense qu'il faut faire attention. Je pense que dans le cadre du Maroc, cette relation compliquée, elle est d'État à État. Je n'ai pas vu du tout de manifestation anti-française au Maroc. Quand on connaît le Maroc, on sait qu'il y a quelque chose qui nous rapproche. Bon, il y a beaucoup d'ailleurs de Français qui sont d'origine marocaine. Oui, et aussi algérienne, et aussi malienne, etc. Et pourtant, il y a des critiques de la France. Mais il ne veut pas froisser le roi du Maroc, et on entend cette position. Sont aussi en France. Mais vous avez raison. On a bien vu qu'il y a une forme de haine anti-française. Cette haine anti-française, elle a été attisée par la Russie, par Wagner. Mais... Alors là, je donne ce point parce que c'est trop important. Parce que s'il a dit ça à ce moment-là, c'est un truc qui va nous ressortir tous les 4 matins sur la politique africaine. Donc, un des arguments principaux de la France pour décrédibiliser les luttes africaines, c'est de dire qu'elles sont instrumentalisées par la Russie. Et ça ne date pas d'hier. Du coup, j'en ai profité, c'est pour ça que je suis content de pouvoir montrer cette partie-là, pour vous montrer vite fait des images de ce qui se disait en 1950. Vous aviez les principaux leaders indépendantistes africains qui étaient en Côte d'Ivoire, par exemple. Après chaque passage d'un élu communiste dans un territoire, des troubles naissent dans ce territoire. Et vous aviez vraiment l'idée que c'était les Russes, les Soviétiques, Côte d'Ivoire, les provocateurs de Moscou ont de nouveau fait couler le sang. C'était en 1950. Le plan du Cominform est de démembrer la France. Et là, vous avez vraiment que des trucs, genre le colonialisme soviétique. Ça a toujours été dans la propagande française, les Russes qui instrumentalisent toute forme de critique africaine de la France. Là, ils l'ont réalimenté avec l'Ukraine, en gros. C'est ça. Le Parti communiste a organisé des cours spéciaux à l'intention des parlementaires africains. Et du coup, vous avez toute la liste des personnes en fait, qui critiquent les politiques françaises. Et là, on est 1951, mai 1951. Et vous avez Houphouët-Boigny qui va devenir un fidèle allié de la France-Afrique. Mais à ce moment-là, comme il critique la France, on dit, voilà, c'est les Russes qui les manipulent. Après, il faut dire quand même que, pour la plupart, ils sont alliés au Parti communiste. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est les Russes
qui les manipule. Il y a des vraies critiques internes à l'Afrique. Bref, donc là, le gars, déjà, il commence avec ce genre de take, et on écoute. Wagner n'a fait que l'attiser. Elle préexistait. Sans doute, il y a un passé colonial. Mais il y a aussi une forme... Je suis allé l'autre jour, enfin il y a quelques mois, en Côte d'Ivoire pour essayer de comprendre ce qui se passait. Notamment... Le gars, il va débarquer sans connaître l'Afrique. En Côte d'Ivoire, vite fait, il va comprendre. Mais c'est un ouf, gros. Renseigne-toi sur l'histoire coloniale, tu vas comprendre. Ça va être simple. Dans ces pays, et on l'a vu avec la série de putsch, on l'a vu au Mali. Ce qui est incroyable, c'est qu'une 60aine de jeunes Français sont morts au Mali pour préserver la population malienne du djihadisme. Et 60 morts français, c'est quoi? C'est des militaires, c'est ça? En fait, c'est des militaires français dans le cadre de l'opération Barkhane qui sont morts sur le sol malien dans le cadre de la mission Barkhane. Ah oui, d'accord, ok. C'était des soldats, tu vois, qui sont morts, mais pas forcément dans des combats. En plus, parfois, c'est des entraînements ou des accidents, etc. Ça n'a pas duré 3 jours, la mission Barkhane. Ça a duré c'est longtemps, depuis quoi. 2012 jusqu'à 2023. Ouais, d'accord, ok. 11 ans. 11 ans, 60 morts, ok. 60 morts, des milliers de morts maliens. Et surtout, ça n'a pas du tout limité le terrorisme. Le terrorisme n'a fait que s'étendre pendant les 12 années de la mission Barkhane. Donc c'est d'ailleurs pour ça, en partie, que les Maliens ont demandé le départ de la mission. Pour autant, il y a cette haine qui s'est exprimée et qui a contaminé le Burkina Faso, le Niger, etc., etc. Et là, je dis un autre truc, c'est que sur ce sujet, je vous recommande d'aller regarder le journaliste Alain Foka. Justement, il a fait pas mal de chroniques sur les liens. Là, c'est celle-là, elle s'appelle « Pourquoi la jeunesse africaine rejette la France de Macron ?» qui revient vraiment sur cette question de que fait la Russie en Afrique, est-ce qu'il y a une Russie qui remplace la France, est-ce qu'il y a du sentiment anti-français, quelle est la logique en fait qui est en train de se jouer et qui va vachement aussi impacter les réactions de la diaspora en France. Et je vous conseille d'aller écouter ce qu'il dit en général quand il y a ce genre de take que vous entendrez de plus en plus avec notre camarade. Ouais. Et je vois Boris qui dit, pour le coup c'est factuel, que la Russie fait de la propagande et des fake news actuellement au Mali pour dénigrer la France. Ça c'est vrai, archi vrai, mais tout autant que la France fait des fake news. En fait, c'est une guerre de propagande qui a lieu, mais regarde les trucs d'Alain Foka, il en parle assez bien, et t'as plein d'interviews ou de déclarations d'Emmanuel Macron ou d'autres responsables qui expliquent très bien la nouvelle stratégie de guerre informationnelle de la France dans le cadre de l'Afrique et du Sahel. Et en fait, c'est juste des guerres de fake news que se livrent les deux armées. Mais c'est pas ces fake news qui... En fait, ce ne sont pas les fake news russes qui mobilisent les jeunesses africaines. En fait, c'est ça le truc à comprendre. Et c'est vrai, les fake news russes, elles existent, elles sont hyper massives. Ils ont des grosses campagnes et tout. Mais c'est pas ça qui active les gens. Il y a une histoire de lutte, comme je vous ai montré, hein. Là, à l'époque de 1950, il n'y avait pas de fake news russes. Il y avait des gens qui se battaient, et avant eux, il y avait des gens qui se battaient. C'est une histoire de lutte, quoi. C'est pas les Russes qui sont en train de faire la manipulation comme ça. Je pense qu'il y a sans doute cet effet, vous dites vous-même, de la colonisation. Mais quand je me rends en Afrique, souvent... C'est un ouf, quand je me rends en Afrique, j'en peux plus. Il est allé 2 fois. On ne me dit pas ça, on me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France... Je sais pas à qui il a parlé. Il a parlé à ses potes anciens de tirailleurs coloniaux. Je sais pas. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des Africains qui pensent ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas faux ce qu'il dit. Je pense qu'il a dû parler à des gens qui lui ont peut-être dit on veut une France qui ne soit pas repentante. Parce qu'il y a des nostalgiques de la colonisation en Afrique. Et c'est ce que je rappelle tout le temps. La colonisation, c'est pas bien et mal. Il y a des personnes des deux côtés qui y trouvent des intérêts. Et ces personnes-là, c'est souvent celles qui travaillent notamment dans les gouvernements aujourd'hui qu'on appelle de néocolonisation ou France-africain. Le truc que je trouve intéressant, c'est que là, je fais la pub pour notre docu Nos statuts coloniales, que je vous conseille vivement d'aller regarder. On a fait un épisode sur la mission Marchand. Il y a un extrait de la mission qu'on a diffusé dans le docu, et je vous le mets quelques secondes. Vous allez voir, c'est le même argumentaire de la France qui doit être forte, qui doit pas être repentante. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Chaque village nous refuse des vivres. Il faut souvent empoigner le chef, le garder en otage jusqu'à ce que les victuailles arrivent. Quelquefois même jouer de la chicotte, ce à quoi je m'habitue difficilement. Ils ne nous en veulent pas de ces procédés semi-barbares. Ils nous voient forts, nous estiment davantage. Toute marque d'indulgence, tout pardon d'une injure est considéré comme une marque de faiblesse. Castellani est en train de justifier la violence française. Il faudrait être fort pour être respecté. Une idée qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Et là, voilà, c'est vraiment ce que Retailleau est en train de dire, quoi, en fait. Et toujours le discours de conquérant, tu vois. Enfin, de garçon, de L'aventurier colonial. aventurier, ouais. Et, Fou, hein. ouais. Et ce qui est fou, c'est que t'as ce truc où la repentance, c'est vraiment une notion absurde. Parce qu'en fait, la question, c'est pas de se repentir ou pas, c'est ce que je dis toujours. La repentance, ça place tout sur le domaine de la morale. Et ça fait comme si on pouvait, en disant pardon, corriger quoi que ce soit ou changer les rapports de force. Mais c'est pas ce qui est demandé, en fait. C'est juste qu'il y a des luttes politiques. Et il y a une lutte politique de personnes qui ne veulent plus être sous domination française. Ces personnes, elles vont se battre jusqu'à ce qu'elles ne soient plus sous domination française. Et même si la France se repentait, ça changerait rien à ça. La France, elle peut se repentir. Et même, ça se trouve, il pourrait avoir cette stratégie de dire, je crois que c'est les Allemands qui font vachement ça. Genre, pardon, mais en fait, ils changent rien. Les Anglais aussi, ils sont assez forts sur le truc de la repentance. Mais en fait, on s'en bat les reins de la repentance. On n'en a rien à faire. Non, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est glaçant. C'est demander pardon, mais... Ouais, ça peut être une strat, ouais. Mais on continue à coloniser quand même. Et les gens, ils vont se dire, bah... C'est bon, ils ont dit pardon. Mais du coup, on arrête. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est bon. Après, c'est aussi c'est aussi une manière de dévier le vrai débat, tu vois. Se dire, bon, bah, on tourne la discussion autour de cette repentance-là, et puis on fait ça sur des années, des siècles et des siècles, et comme ça, on ne parle jamais de pourquoi on se bat pour de vrai. C'est exactement ça. Et dans la culture africaine, et qui assume le temps de la colonisation. Qui assume, c'est ça qu'ils veulent. C'est comment il s'appelle dans OSS 117 là Le héros de OSS 117. Hubert, c'est Hubert, non? Hubert, ouais, c'est ça. Bon histoire de la batte. Voilà, c'est ça que les Africains... Attends. Ils attendent une France qui assume. Le temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. Alors, il y a un truc où je suis d'accord avec Retailleau. Attention. Ah ouais. Mon cœur reste ouvert. Il a dit une France qui assume. Et en fait, c'est ça qu'on attend, en vrai. C'est une France qui assume ses responsabilités. En fait, c'est une France qui dit, bah oui, on a colonisé, voilà ce qui s'est passé, on donne accès aux archives, on reconnaît tous les crimes qui ont été commis. C'est ça, en fait, c'est assumer ses responsabilités. C'est ça, c'est pas condamner moralement ou je sais pas quoi. Et par contre, après, il nous sort la fameuse take de... Lui, pour lui, assumer, c'est pas... En fait, c'est pas reconnaître assumer, c'est continuer pour lui. Alors que pour nous, assumer, c'est pas ça. Et en plus, il dit assumer en mode, ok, on a fait un peu de trucs mal, mais surtout, on a fait énormément de choses bien. Et là, voilà, il nous le dit parce que... La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Ouah, c'est-à-dire le mec, il sait tellement pas, il a dit des mains tendues, etc. Il sait même pas qu'est-ce qu'il y a de beau dedans. Effacer toute cette histoire-là en 2 mots, quoi. C'est clair. Et retenir uniquement la partie où c'était peut-être un peu bien. Ouais. Incroyable quand même. Mais, et encore une fois, ça se joue sur la morale, tu vois. C'est des heures noires et des heures belles. C'est une sorte de dualité, comme si c'était que 2 choses extrêmes et que du coup, il fallait regarder les deux. Alors qu'en fait, non, la colonisation, c'est tout un spectre de complexité très complexe qui est pas bien et mal, ou c'est tout un tas de choses complexes avec des résistances et des dominations très fortes. Et plein de choses qui se passent entre les deux, et qu'il faut pouvoir décortiquer, quoi, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Bon, on arrête avec Retailleau, on l'a assez vu.